Est-ce que vous mangez bien, vous? C'est pas facile comme question, hein? Pour y répondre, il faut déjà savoir ce que ça veut dire vraiment bien manger. Et puis une fois qu'on y a répondu, il en reste encore une autre. Ok, mais comment on fait pour y arriver? Parce que c'est pas si simple. Et bah c'est pile ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est quand même bien fait, hein? Bien manger, c'est quoi? Un célèbre nutritionniste a répondu à cette question par « il faut manger un peu de tout ». Mon grand-père disait ça aussi d'ailleurs. Mais bon, il était ni célèbre ni nutritionniste, donc c'est pas le sujet. En l'occurrence, manger un peu, ça veut dire manger moins. Parce que globalement, on mange trop. Enfin, pas tout le monde, mais dans nos sociétés, si. Et manger de tout, c'est pour dire qu'il faut avoir une alimentation diversifiée. Imparable. Même si bon, manger de tout, pas sûr. Pas sûr du tout. Hein. Surtout qu'on mange des trucs dont on n'a pas besoin et qui nous font pas du bien. Et puis il y a des trucs qui se retrouvent dans ce qu'on mange et qui n'ont rien à foutre là. Et encore, là, on parle que de ce qui a un impact direct sur notre santé. Bien manger, c'est manger ce dont on a besoin pour vivre, en évitant ce qui est mauvais pour notre santé, mais aussi pour celle de la planète. C'est aussi manger sans se ruiner et sans ruiner les gens qui produisent ce qu'on mange. Et puis c'est manger des trucs qui nous font plaisir, quand même. Parce que oui, le plaisir, c'est important. Bon, mais alors comment est-ce qu'on fait tout ça à la fois? Bah, c'est très complexe de répondre à cette question, donc on va faire un truc. On va répondre à cette question en répondant à 16 questions. Je vous avais prévenu, c'est complexe. Une alimentation équilibrée, c'est quoi? La première chose qui vient à l'esprit quand on parle de bien manger, c'est ça, c'est l'équilibre nutritionnel. Alors déjà, c'est quelque chose qui est super variable suivant où on vit et comment on vit. Globalement, dans nos modes de vie occidentaux, ça revient à savoir ce qu'on doit manger pour que notre corps fonctionne correctement, mais aussi ce qu'on doit manger moins pour éviter de se rendre malade. Parce que le problème, c'est surtout ça. Pour schématiser, l'idée, c'est d'aller piocher dans tous les groupes d'aliments, mais pas dans les mêmes quantités et pas à la même fréquence. Pour se repérer, il y a plein de recommandations sous forme de tableaux, de pyramides, d'assiettes, de diagrammes, etc. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo, mais en gros, les trucs à retenir, c'est ça. Dans une pyramide alimentaire, c'est-à-dire le reflet de nos besoins en quantité et en fréquence, la base, c'est l'eau. Ensuite, c'est les fruits et les légumes, les féculents, les légumes secs et les céréales. C'est la base et pourtant on ne consomme pas assez de ces trois groupes-là. Ensuite, il y a trois autres groupes d'aliments qu'on a tendance à trop consommer. Les produits d'origine animale, comme les produits laitiers, les œufs, le poisson, la viande, sur lesquels on va revenir un peu plus tard. Les matières grasses, dont on a besoin mais en faible quantité. Et puis en tout dernier, les produits dont on n'a pas besoin et qu'il faut consommer de manière exceptionnelle. Comme l'alcool, les produits sucrés, et ça vaut aussi pour les boissons, les produits transformés, mais on va reparler de tout ça aussi après. Combien de repas on doit faire par jour? Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si facile que ça de répondre à cette question. Le schéma classique, en France en tout cas, c'est 3 par jour avec éventuellement une collation. Bon, déjà on peut se dire que si vous faites ça, vous êtes pas mal. Mais il y a aussi d'autres études qui recommandent d'autres schémas, comme 2 repas par jour avec une grande pause entre les deux par exemple. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Parce que ça dépend des paramètres qu'on prend en compte pour arriver à ces conclusions, et que, vous le savez, on est des petites bêtes complexes. Mais le truc à retenir, le plus important, c'est la régularité. Il faut répartir les apports de façon cohérente sur la journée, mais surtout, il faut le faire au même rythme. D'abord parce que ça permet à notre organisme de mieux assimiler ce qu'on mange. Ensuite, parce que ça lui évite de stocker si on saute un repas, par exemple. Et aussi parce que ça limite les risques de grignotage qui ont tendance à nous faire manger plus que nécessaire, ou des aliments dont on n'a pas vraiment besoin, ou qu'on mange déjà en trop grande quantité. Est-ce qu'il faut vraiment manger 5 fruits et légumes par jour? Bon, on va pas se mentir, c'est le genre de message qui décourage. Mais si on gratte un petit peu pour voir ce que ça cache, ça paraît tout de suite moins impossible. En fait, ça se base sur des rapports qui recommandent de manger 400 grammes de fruits et légumes par jour. Et comme une portion de fruits ou de légumes, c'est 80 grammes, bah hop, ça fait 5 portions par jour. L'avantage, si vous mangez 5 portions de fruits et légumes différents, c'est que 1, vous diversifiez vos apports en nutriments, et 2, vous diminuez les risques d'être exposé aux pesticides, par exemple. Mais si vous en mangez 400 grammes par jour sans que ce soit forcément des fruits et des légumes différents à chaque fois, c'est déjà pas mal. Et si vous choisissez des fruits et des légumes de saison, c'est encore mieux parce que hors saison, ils sont cultivés avec des moyens plus polluants et en utilisant plus de pesticides. Ou alors, ils viennent de l'autre bout du monde avec tout ce que ça implique, sans même parler du suremballage. Est-ce que manger équilibré, ça suffit pour être en bonne santé? Eh ben non, j'en ai déjà parlé. Manger équilibré, ça permet juste d'avoir les apports nutritionnels et énergétiques dont notre corps a besoin
en évitant les excès qui peuvent nous rendre malades. Et ça doit aller avec une activité physique adaptée, par exemple. Si on parle juste de bouffe, évidemment, il y a aussi la qualité de ce qu'on mange. Si on mange bien nos portions de fruits et de légumes, mais qui sont blindés de pesticides, on a bien nos apports nutritionnels, mais en termes de santé, c'est pas ouf. Et puis, il y a les additifs. Vous savez, les trucs qu'on met dans certains aliments pour les faire gonfler, changer leur texture, leur aspect, leur couleur, ou juste leur donner plus de goût. Évidemment, s'ils sont utilisés, c'est qu'ils sont autorisés. Jusqu'au moment où on se rend compte que finalement, ils sont pas si inoffensifs. Et puis surtout, il y a ce qu'on appelle l'effet cocktail. Jetez un petit coup d'œil à l'étiquette de ce que vous achetez, vous verrez parfois, la liste, elle est sacrément longue. Et dites-vous bien que là, on parle de produits qui sont complètement inutiles et qu'on ne sait pas vraiment quels effets le mélange peut avoir sur notre santé. Surtout si on en mange souvent. Pour être clair, si vous devez retenir le nom d'une catégorie à éviter à tout prix, le voilà. Les aliments ultra transformés. C'est quoi un aliment ultra transformé? Les aliments ultra transformés, c'est le malin. À tout point de vue, nutritionnel et pour l'environnement. Mais c'est quoi en fait? Un aliment ultra transformé, c'est un truc qu'on achète tout prêt et dont les ingrédients ont subi plusieurs étapes de transformation complexes pour ressembler au produit final. Des étapes de transformation industrielle, mais aussi, comme on l'a déjà dit, des additifs pas ouf. Et en plus de ça, une bonne grosse dose de matière grasse et ou de sel et ou de sucre ajouté. Donc en gros, ils contiennent très peu de ce dont on a besoin, beaucoup de ce qu'on devrait éviter, et en plus, tout un tas de trucs qui servent à rien et dont on ne sait pas trop les effets qu'ils peuvent avoir à long terme. Donc oui, là on parle des cordons bleus, des nuggets, etc. Mais pas seulement. Si vous faites vos courses dans un supermarché par exemple, sachez que dans les rayons, 7 aliments sur 10 sont ultra transformés. Y compris les jus de fruits, les yaourts, les céréales pour le petit-déj et l'immense majorité des produits dits diététiques. Est-ce qu'il faut arrêter la viande? Ah, on rentre dans les questions qui fâchent. Alors, soyons clairs, ici on va pas parler de souffrance animale. C'est une question importante qu'il faut se poser, mais c'est pas vraiment le sujet. Là, on va juste se placer d'un point de vue purement santé. 2 chiffres. D'abord, les recommandations en viande, sans compter la volaille qui est un petit peu à part, c'est pas plus de 500 grammes par semaine. Ça fait à peu près 3-4 steaks par semaine. Et des experts ont estimé dans un rapport que, je cite, chaque portion de 50 grammes de viande transformée consommée quotidiennement accroît le risque de cancer colorectal de 18%. Voilà, donc dit autrement, on mange trop de viande et c'est mauvais pour notre santé. Mais c'est pas fini. D'un point de vue environnemental, l'une des activités humaines qui a l'impact le plus négatif, c'est celle qui est liée à notre alimentation. Et en première place, la production de viande. Entre les émissions de gaz à effet de serre, la déforestation pour planter de quoi nourrir les bêtes, et l'utilisation massive des ressources, notamment en eau, les élevages, ça fait pas du bien à la planète. Et vous serez peut-être surpris de savoir que dans un autre registre, la déforestation et les formes d'élevage intensif avec d'immenses populations d'animaux de la même espèce regroupés au même endroit, ça favorise ce qu'on appelle les zoonoses. C'est-à-dire la transmission de virus de l'animal vers l'homme. Et c'est ce qui crée des épidémies, voire des pandémies mondiales. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc je ne suis pas là pour vous dire si vous devez arrêter la viande ou pas, mais clairement, les recommandations, c'est d'en manger moins et de meilleure qualité. Et soyez tranquille, vous n'allez pas être carencé. Ce qu'il y a dans la viande, vous le trouvez aussi ailleurs. Juste, si vous décidez d'arrêter complètement la viande, il faudra faire attention à ce que vous mangez pour compenser. Surtout avec la vitamine B12 si vous choisissez une alimentation végétalienne. Est-ce qu'il faut manger bio? Alors, soyons clairs. Niveau santé, l'intérêt principal de manger bio, c'est d'éviter l'exposition aux pesticides. Au niveau nutritionnel pur, la différence, elle n'est pas évidente. Mais bon, c'est déjà pas mal parce que le lien entre cancer et pesticides, lui, il a bien été établi. Donc, dans l'absolu, oui, manger bio, ça limite ce genre de risque. Et puis, même si ça a parfois été remis en cause, on a quand même de plus en plus d'éléments qui nous démontrent que l'agriculture bio, elle est moins mauvaise pour l'environnement parce qu'elle épuise moins les ressources et qu'elle respecte la biodiversité. Et tout ça, ça a un impact indirect sur notre santé. Mais attention, il faut savoir de quel bio on parle. Si c'est du bio qui vient de l'autre bout du monde, bon, déjà, est-ce qu'on sait vraiment comment ça a été produit? Et puis surtout, le bilan carbone de votre bouffe, il n'est pas génial. Donc, il faut se renseigner un peu. Sans oublier un autre gros problème avec le bio, c'est cher. C'est cher parce que c'est un peu plus cher à produire, mais c'est aussi plus cher parce que la grande distribution se fait des belles surmarges dessus. Surtout sur les fruits et légumes.
Bon, ça, on peut espérer que ça finisse par changer, mais pour l'instant, c'est cher. Est-ce qu'on peut faire confiance aux labels? Ah, ouais, les labels. Le problème avec les labels, déjà, c'est qu'il y en a plein, et qu'on ne connaît pas toujours tous les critères qu'il faut remplir pour les avoir. C'est pas facile de s'y retrouver, mais si on reprend l'exemple du bio, on peut raisonnablement se dire que si on achète un produit avec un label bio, on a clairement moins de risques d'être exposé aux pesticides et à tout un tas d'autres saloperies que si on prend un produit qui le garantit pas. Donc c'est pas une assurance tout risque, mais disons qu'on fait avec ce qu'on a. Et le Nutri-Score. Ouais, vous savez, le Nutri-Score, c'est ce truc qui classe les aliments selon qu'ils sont OK au niveau nutritionnel ou pas. L'avantage, c'est qu'il permet d'avoir des infos en un coup d'œil, et dans certains pays, ça a permis de diminuer la consommation de produits trop gras, trop sucrés, trop salés, vous connaissez? Ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé. Mais attention, il faut savoir s'en servir correctement. Le Nutri-Score, il donne une indication individuelle sur chaque produit, mais est-ce que l'aliment en question, il est indispensable? Ça le dit pas. Par exemple, on peut avoir des chips notés A ou B, mais ça reste des aliments ultra transformés, donc à éviter. Ou à limiter au moins. A l'inverse, on peut avoir des huiles de cuisson notées E, ça veut pas dire qu'il faut pas les utiliser, ça veut juste dire qu'il faut y aller mollo. Ça reste un score par catégorie alimentaire, mais ça indique pas dans quelle quantité on peut le consommer. Donc le Nutri-Score, ça peut aider à choisir entre plusieurs produits du même groupe, mais A, ça veut pas dire open bar. Il faut replacer ça dans le contexte d'un régime alimentaire équilibré, comme on en a parlé tout à l'heure. Et les applis qui scannent les codes barres, c'est à peu près la même réponse que pour le Nutri-Score, avec en plus une petite question sur l'origine des données utilisées pour classer les aliments. Dans l'absolu, on peut admettre que c'est plutôt fiable, juste, ça reste une aide pour choisir entre plusieurs produits. Mais la base, c'est d'avoir conscience de ce que c'est vraiment que bien manger. Puis attention, faut pas que manger, ça devienne une psychose non plus. Ok, mais comment je fais mes courses alors? Déjà, n'allez pas faire vos courses le ventre vide. Ça vous évitera d'acheter n'importe quoi juste parce que vous avez la dalle. Ensuite, la première étape, on en a déjà parlé, c'est d'avoir les notions de base sur l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire sur la quantité et la fréquence à laquelle il faut qu'on mange chaque groupe d'aliments. Ensuite, le meilleur conseil, c'est de prévoir ses menus et de faire sa liste de courses en conséquence. Ça permet de se concentrer sur la qualité des produits, ça permet aussi de limiter les achats impulsifs, et ça limite aussi les risques de gâchis. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi tenter le batch cooking. En gros, ça revient à prévoir tous ces menus de la semaine à l'avance et à tout cuisiner d'un coup. C'est économique, vous êtes plus regardant sur la qualité et sur les quantités, et puis ça vous libère du temps et de la charge mentale la semaine. Il y a même des ateliers de batch cooking en commun, du coup, on peut échanger ses recettes, et puis bon, c'est plus sympa. Mais pour en revenir aux courses, un conseil important, pour éviter les fameux aliments ultra transformés, il faut regarder la liste des ingrédients. S'il y en a peu et que c'est des trucs qu'on peut trouver dans nos placards, c'est ok. Mais quand il commence à y avoir des noms chelous avec plein de chiffres et plein de lettres, c'est des additifs, donc c'est pas ouf. Et plus la liste est longue, moins c'est bon. Alors au début, c'est un peu long de faire le tri, mais avec l'habitude, ça devient fluide. Ok, là on parle des supermarchés, mais est-ce qu'il faut manger local? C'est vrai qu'on entend ça souvent, c'est plutôt juste, mais il faut quand même se poser quelques questions. Déjà, le local, ça concerne essentiellement les produits frais. Et au niveau nutritionnel, le transport les dégrade assez peu, donc c'est pas à ce niveau-là que le problème se situe. Et puis c'est bien, mais si vous faites 20 km en voiture pour aller acheter une caisse de tomates, c'est contre-productif pour l'environnement. Alors que si vous l'achetez chez le primeur de votre quartier, ok, il y a un intermédiaire en plus, mais lui, il est allé chercher les produits du coin en grande quantité, donc la note carbone, elle baisse. Et puis ça veut dire quoi local? Parce que suivant la région où vous habitez, ça va être difficile d'avoir une alimentation équilibrée si vous consommez que ce qui est produit sur place. Donc l'idée, c'est surtout de savoir comment les aliments ont été produits et de préférer ceux qui n'ont pas fait le tour du monde avant de finir dans votre salade. Et de façon plus pragmatique, si vous achetez des trucs produits en Europe, c'est déjà pas mal. Et pour le sucre, on fait quoi? Au niveau nutritionnel, soyons clairs, on n'a pas besoin des trucs sucrés, comme ce qu'on met dans le thé ou dans le café, comme les desserts et tout ce qu'on appelle les sucres libres. Ils ont même des effets négatifs sur la santé et on recommande 50 grammes max, voire idéalement 25 grammes max de sucre libre par jour. Sachant qu'une canette de coca, c'est 35 grammes. Et qu'il y a déjà du sucre caché un peu partout, notamment dans les aliments ultra transformés. Comme le sel, pareil. En fait, on a besoin de glucides, pas de sucre au sens où on l'entend en général. Et avec les glucides qu'il y a dans une alimentation équilibrée, notre organisme, il a largement de quoi faire. Donc soyons clairs, moins on mange de trucs sucrés, mieux c'est. Après, attention, on a le droit de se faire plaisir, parce que ça aussi c'est bon pour la santé, mais
ça doit rester un petit plaisir exceptionnel, ça doit pas faire partie de notre alimentation quotidienne. Parce qu'en vrai, ça nous sert à rien, et ça nous fait même du mal, puisque ça provoque certaines maladies comme le diabète, des problèmes cardiovasculaires ou certains cancers. D'autant plus que le sucre, il a un gros potentiel addictif, donc moins on en mange, moins on risque d'avoir envie d'en manger sans pouvoir s'en empêcher. Et pour finir, un petit mot sur les édulcorants. Leurs effets sur la santé, ils sont encore mal connus, et puis surtout, ils entretiennent ce goût pour le sucré, donc finalement, ils poussent à la consommation. Et les produits laitiers alors? Ouais, vous savez, nos amis pour la vie là. C'est une question qui fait débat même dans la communauté scientifique, mais on va essayer de regarder les choses de manière factuelle. D'un point de vue nutritionnel, on nous a longtemps raconté qu'il fallait absolument en consommer tous les jours pour couvrir nos besoins. En calcium, notamment. Mais en réalité, du calcium, il y en a plein dans d'autres aliments, et parfois même plus que dans les produits laitiers. Donc clairement, à ce niveau-là, ils ne sont pas indispensables. Tous les nutriments qu'ils contiennent, on peut les trouver ailleurs, à condition d'avoir une alimentation variée. D'ailleurs, il y a certains pays qui les ont retirés des recommandations, il y en a d'autres qui conseillent plutôt les laits végétaux, et en France, on a juste diminué les quantités recommandées. Concernant leurs effets positifs ou négatifs sur la santé, là aussi, il y a débat. Disons qu'il y a du pour et du contre et que tout le monde n'est pas d'accord. Par contre, on a déjà parlé de l'élevage industriel et ça concerne aussi les produits laitiers. Moralité, on peut se dire que non, on n'en a pas absolument besoin et que, comme pour tous les autres produits d'origine animale, on a intérêt à se calmer sur les produits laitiers. Et comment on fait pour bien manger sans se ruiner? Eh ouais, faut manger bio, faut manger de la qualité, tout ça c'est cher. Donc, quand vous entendez « ça ne coûte pas plus cher de bien manger », je comprends que vous ayez du mal à y croire. Alors, il y a plusieurs projets qui donnent des solutions, on va pas tout détailler, mais je vous remets les liens dans la description si vous voulez aller voir. Mais en vrai, si vous vous repassez tout ce qu'on vient de se dire, bien manger, ça veut dire manger des produits de bonne qualité, ok, mais ça veut dire aussi manger moins. Si on reprend l'exemple de la viande, par exemple, l'idée c'est d'acheter de la viande de meilleure qualité, donc plus chère, mais l'idée c'est aussi d'en manger moins et moins souvent, donc... Et puis les autres conseils, genre préparer ses menus à l'avance, voire cuisiner en commun, ça fait aussi baisser la note, donc ça s'équilibre. Et comment on fait pour manger sans ruiner les autres? Et ouais, bien manger, c'est pas seulement manger des trucs qui sont bons pour soi, c'est aussi manger des trucs qui font pas de mal aux autres. Est-ce que les petits producteurs et toute la main-d'œuvre qui travaille sont payés correctement tout au long de la chaîne avant que ce que vous allez manger arrive jusqu'à vous? C'est pas toujours facile de s'y retrouver, là aussi, il y a des labels commerce équitable qui sont plus ou moins clairs et plus ou moins fiables, mais gardez un truc à l'esprit, si vous achetez un truc vraiment pas cher, c'est qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui paye la note. Un producteur, une productrice, une ouvrière, un ouvrier, une livreuse, un livreur, manger éthique et équitable, ça a un prix. Mais c'est comme pour tout, on donne ce qu'on peut. Et puis surtout, sur ce point, comme sur tous les autres, en fait, c'est important de faire attention à notre niveau individuellement, mais les grands changements, ils devront être faits à grande échelle. N'empêche qu'en changeant nos habitudes de consommation, on peut pousser les industriels et les États à bouger aussi. Voilà, donc, bien manger, c'est tout ça. C'est un équilibre nutritionnel à respecter, mais pas seulement, parce que les enjeux dépassent le cadre de notre tube digestif. C'est une réflexion globale à avoir, c'est des réflexes à prendre, des habitudes à perdre, etc. Alors ça peut paraître beaucoup comme ça, mais bon, déjà ça se fait bien, et attention, on a le droit d'y aller au fur et à mesure. Et puis il faut rester à l'aise avec ce qu'on mange, il faut pas que ça devienne une psychose ou une espèce de source d'angoisse non plus. Les repas, c'est des moments qui ont une dimension sociale et qui peuvent être une source de bien-être psychologique. Et évidemment, tout ça, c'est important aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir les grandes lignes en tête et de faire le mieux possible, en évitant au moins de faire toujours les mêmes erreurs, ou de les faire trop souvent. Allez, avant de se quitter, je vous donne 14 conseils pour vraiment bien manger. À table, buvez de l'eau. Le reste du temps aussi, de préférence. Globalement, mangez moins, mais de meilleure qualité. Servez des petites portions. On a souvent tendance à finir son assiette alors qu'on n'a plus faim. Diminuez le sucré au maximum. Genre un petit plaisir de temps en temps. Diminuez le sel aussi. Pareil pour les graisses ajoutées, diminuez et variez les sources au maximum. Diminuez les produits d'origine animale et augmentez les fruits, les légumes et les céréales. Évitez les produits ultra transformés, choisissez des produits frais et bruts. Du coup, cuisinez plutôt que de manger des plats tout préparés. Prévoyez vos menus avant d'aller faire vos courses et n'y allez pas le ventre vide. Préparez vos repas à l'avance, genre le dimanche après-midi, avec des potes si vous le sentez. Choisissez des produits bio, de saison, qui n'ont pas traversé la planète pour arriver jusqu'à vous. Gardez un œil sur la provenance et le prix de ce que vous mangez.
Vous vous souvenez, si ça coûte rien, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'est pas payé correctement. Et puis, faites-vous plaisir, manger, ça ne doit pas devenir une source de stress. Comme ça, vous avez les grandes lignes. Après, évidemment, chacun fait comme il peut. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.